Ça revient à ce que tu disais sur le demande de l'aide. Mais à qui? Je vis dans le futur. Je vis dans le futur. Tu vas te barrer en fait. Non, c'est pas grave. Pas encore. Mais ce que j'ai appris là en 1 an et demi, 2 ans, j'ai l'impression d'avoir pris 6 ans d'expérience dans la tête, quoi. Je pense qu'un autre point, en tout cas, qui me permet pour moi personnellement d'aller vite, d'avancer comme je le fais, c'est d'avoir une vision et un impact qui est plus grand que moi, en fait. Salut tout le monde, bienvenue dans le VET Club. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un de super important à Madagascar, sur toute la commu, et que je vais vous présenter aujourd'hui. On a Alex. Alex, salut, ça va? Ça va et toi? Ça se passe bien aujourd'hui? Super. Prête pour cette discussion? Absolument. Ok, nickel. Écoute, ça va être très très simple pour commencer. Présente-toi. Qui est Alex? Je m'appelle Alex, j'ai 31 ans et je suis rentrée à Madagascar il y a 1 an et demi maintenant. Je suis consultante en marketing et entrepreneur créative. Ok, nickel. En plus, il y a plein de surprises et tout, parce que ma prochaine question va vers cette surprise-là. Du coup, Alex, quel est ton projet? Quelle est ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai 2 marques. Donc, une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Denage, mon nom de famille. Et j'ai un atelier de confection ici à Madagascar où je confectionne mes collections, ainsi que pour des hôtels aussi et des restaurants. Et à côté de ça, j'ai une marque de cosmétiques qui s'appelle Maresaka et qui met vraiment en valeur tous les ingrédients naturels de Madagascar. Ok. Et du coup, moi, ma question, c'est parce qu'on est là pour comprendre ces 2 marques-là et pour comprendre aussi ce qui se cache derrière, qui es-tu, comment tu as fait. Pourquoi avoir fait, on va commencer par Denage, pourquoi avoir fait Denage? Alors, Denage, c'est une marque de prêt-à-porter et je l'ai créée parce que y a énormément de marques d'excellence qui produisent ici à Madagascar, des marques de luxe françaises notamment, et il y a très peu de marques d'excellence malgaches. Et du coup, c'était vraiment ma volonté de montrer l'excellence de Madagascar à travers le savoir-faire, les matières premières qu'on a ici, ainsi que le savoir-faire artisanal qu'on a ici, et c'est vraiment ce que je voulais représenter avec Denage. Ok. Une petite question annexe que j'ai en tête là comme ça, qu'est-ce que tu entends toi par l'excellence? Alors l'excellence, pour moi, ça va être vraiment cette intention dans le choix des tissus, dans le choix de la confection, le type de confection que tu choisis. Donc notamment à Madagascar, on est connu pour les doigts de fée, donc tout ce qui est broderie, ainsi que tissage. Donc bon, ce sont des techniques qu'on ne peut pas utiliser dans tout, mais en tout cas, c'est l'excellence qu'on a à offrir ici. Mais au-delà de ça, tout ce qui est finition, qualité, pour moi, vraiment, l'excellence, c'est l'intention. C'est vraiment réfléchir à chaque choix et se demander, OK, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je choisis ce tissu? Pourquoi cette technique? Quel est le message derrière? Quand on en vient vraiment à la collection en elle-même, c'est le développement d'une collection. Okay. Quelles sont les inspirations? Comment on les interprète de façon créative dans la collection? Pour moi, c'est ça, l'excellence. Okay. Et du coup, moi, ça me vient là, si, avant de poser la question sur Maresaka, du coup, ça cache un peu une vision. Même pas un peu, ça cache une énorme vision de ce que tu viens de dire, là, un message derrière l'intention. Et je me dis, quelle est la vision derrière Denage? Alors pour Denage, le but c'est vraiment de mettre en avant l'héritage culturel malgache à travers des pièces modernes. C'est-à-dire qu'à Madagascar, on a des paysages magnifiques, on a une culture riche, on a un héritage de savoir-faire artisanal et manuel qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est ce que j'essaie de mettre en avant à travers des pièces modernes afin que ça puisse vraiment traverser le continent. Et c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en avant, avec aussi ce côté vraiment qualitatif et excellence que l'on trouve ici. Ouais, c'est totalement vrai ce que tu dis là, parce qu'en réalité, quand je regarde tout ce qui est produit ici, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus que ça normalement? Enfin, je dis en Europe, je vois un Made in Madagascar, je trouve que c'est une super qualité, quoi. Et à rajouter là-dessus, franchement, très souvent, je trouve qu'on se sous-vend. C'est-à-dire que pour moi, c'est super important d'avoir cette valeur ajoutée. Et du coup, là, ça c'est Denage. Je me dis, est-ce que c'est la même chose pour Maresaka ou est-ce qu'il y a un autre message derrière? Alors, Maresaka, je pense que le point en commun avec Denage, ça va être de mettre en avant les ressources naturelles, notamment, dans nos produits. C'est-à-dire que dans chaque produit que je crée pour Maresaka, il y a toujours 1 ou 2 ingrédients emblématiques
naturels de Madagascar. Donc c'est vraiment marier ce côté ingrédients naturels et tous ces bienfaits. Et à côté de ça, vraiment j'ai créé Maresaka parce que je trouvais qu'il y avait un besoin. C'est-à-dire que depuis que je suis ici, je dois acheter des produits importés. Et je trouve ça assez dingue, étant donné qu'on a tout ici. Et donc, il y avait quand même vraiment une volonté de couvrir un manque, je trouve, dans le marché ici, en termes de cosmétiques. Ouais, c'est l'idée de faire soi-même au lieu d'aller acheter ailleurs. Exactement. Et pour moi, on est à Madagascar, on a des fleurs, on a une faune très, très riche. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux adapté que les ingrédients qu'on a ici pour le climat d'ici, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant. Du coup, pour reprendre à partir de Maresaka aussi, sur la vision, alors est-ce que la vision est la même que Denage ou est-ce que c'est une autre vision pour Maresaka? Alors, oui, il y a une vision similaire, c'est-à-dire que tout comme dans la mode, énormément d'autres marques viennent pour chercher des ingrédients rares qu'on a ici. C'est-à-dire qu'à Madagascar, on a plus de 80% d'espèces endémiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de marques qui viennent chercher des fleurs et des ressources qu'on a ici. Et de nouveau, c'est très dur pour les marques malgaches de se positionner à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Mais pour moi, c'est déjà important aussi de faire aussi consommer local aux locaux. Okay. Donc même si oui, il y a une vision internationale, j'en oublie pas le local. Et au-delà de ça, j'ai aussi envie de redéfinir un petit peu cette relation qu'on a avec les ingrédients naturels, ce côté bio, le soleil, etc. J'ai un petit peu envie de reformuler ça afin qu'on puisse se dire que le naturel et le bio, ça peut aussi être quelque chose... c'est une excellence aussi, c'est quelque chose de... c'est du luxe et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Ok. Ouais, trop cool. Et puis là, maintenant, là, on a parlé des visions, etc. Chaque vision, en fait, a ses difficultés. Absolument. Ouais. Parce que sinon, ce serait pas intéressant. Ouais. Du coup, quelles ont été les grandes difficultés que tu as rencontrées lorsque tu as commencé, lorsque tu bosses maintenant, en général, quelles sont les grandes difficultés? Alors, je pense que la première difficulté, ça a été pour moi donc, de revenir. Donc, je travaillais en Europe avant. Et bien sûr, je suis malgache, je connaissais Madagascar, etc. Mais travailler à Madagascar, c'est autre chose. Donc, en revenant, c'était d'abord trouver cet équilibre entre quelles sont vraiment les valeurs et les façons de travailler que j'ai envie d'apporter ici, tout en respectant l'environnement dans lequel je suis, la mentalité malgache. Et vraiment trouver cet équilibre. J'avais pas envie de venir et de dire voilà, moi je sais tout faire, je pose mes bagages, on va faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait là-bas. Okay. Donc ça a été vraiment de trouver cet équilibre entre ce que je sais, ce que je veux et aussi ce qu'on a apporté ici et les valeurs et les façons de travailler. Donc ça, je pense que ça a été un des plus gros challenges et c'est encore un challenge tous les jours. Et puis, je pense que pour tout entrepreneur, ça va être le manque d'accompagnement. Okay. C'est-à-dire comprendre un petit peu genre comment trouver des fournisseurs, où trouver des fournisseurs. C'est beaucoup de réseautage et ça, c'est quelque chose qui prend du temps à développer. Et je pense que ça, c'est un peu compliqué parce que même avec toute la volonté du monde, toutes ces recherches, elles prennent du temps. Trouver des gens en qui tu peux avoir confiance, qui comprennent ta vision, sur la durée aussi. Je pense que ça, ce sont les plus gros challenges. Parce que du coup, par rapport à ces challenges-là, ça t'a pris combien de temps là? Ça fait combien de temps là que tu es dessus? Alors, j'ai ouvert l'atelier en novembre 2023. Donc, il y a 1 an et demi. Donc, on est allé quand même assez vite, je vais pas te mentir. Ouais, ça va vite, hein. Ouais. Et puis, pour Maresaka, ça doit faire un petit peu plus de 6 mois. Ouais. Et Denage aussi d'ailleurs, parce que même si j'ai ouvert l'atelier il y a 1 an et demi, j'ai lancé Denage en septembre 2024. Okay. Voilà. Donc, en fait, dans le processus, tu as d'abord fait l'atelier, puis tu as lancé. Exactement. Okay. Exactement. J'ai créé l'atelier d'abord parce que si on en revient à ce concept d'excellence, j'avais besoin de trouver les bonnes personnes. J'avais besoin de former, de voir vraiment qu'est-ce qu'on était capable de faire. Et tout ce développement prend pas mal de temps afin de pouvoir offrir un produit après de qualitatif et qui est au niveau du standard que j'ai envie de proposer. Putain, trop cool. Ça devait être bien compliqué parce que moi, en vrai... de ce que je peux observer, en général, les gens lancent la marque. Puis, travaillent petit à petit l'atelier, les choses comme ça. Du coup, ça t'a pris quand même un processus assez long. Si tu disais, si tu as un conseil, toi, si tu avais un conseil à te donner
Quand tu avais commencé, Ouais. on va dire. Alexandra qui vient d'arriver, ou même qui hésite à revenir, qu'est-ce que tu te dirais? Alors, qu'est-ce que je me dirais en premier? Demande de l'aide un peu plus rapidement, peut-être? Je pense que déléguer, ça s'apprend. Surtout quand tu as une vision claire et que tu fonces, parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime aller assez vite, je suis beaucoup dans l'exécution. Mais des fois, avec le recul, je me dis, si j'avais demandé de l'aide sur certaines choses qui ne sont pas forcément mon expertise, j'aurais peut-être pu faire ça un petit peu mieux. Maintenant, on apprend de ses erreurs aussi. Je pense que ça fait partie du parcours d'entrepreneur aussi. Mais ouais, je pense que ça, c'est le conseil que je me donnerais. Et tu l'as dit en plus qu'il y avait pas, il y a un manque d'accompagnement. Il y a un manque de, c'est pas comme, en fait c'est pas comme en Europe ou dans d'autres pays où tu arrives, tu vas vers tel guichet de je ne sais quoi, tu dis moi je veux lancer un truc, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition? C'est pas le cas. Du coup en même temps ça revient à ce que tu disais sur le demande de l'aide. Mais à qui? À qui? En fait, voilà, comment t'as fait demande en fait? de l'aide à qui? Comment? Et puis, enfin, il y a aussi, voilà, t'arrives, t'as 30 ans, plein d'autres entreprises sont déjà en place. Il y a beaucoup de monopoles, donc c'est à qui je peux faire confiance, à qui est-ce que je peux demander, qui est-ce qui comprend vraiment ma vision, parce qu'il y a quand même certaines choses où je me considère un peu pionnière quand même. Et du coup, c'est un peu compliqué, les gens ne comprennent pas forcément la vision, etc. Donc c'est pas facile. Et il n'y a pas de site internet où tu peux trouver la liste avec des mots-clés, avec les réponses, quoi. Ouais, je comprends, ouais. En plus, il y a d'autres questions, hein, fiscales, administratives. Voilà. Là, c'est ça. Là-dessus, j'aurais dû demander de l'aide plus tôt. Mais en même temps, une fois de plus, à qui, tu vois? C'est un peu compliqué. Ouais. Et peut-être avant d'entamer sur d'autres questions, parce qu'on parle de l'accueil, tu vois, là, tu parles de l'accueil du monde du travail, des gens qui vont travailler avec toi, mais souvent, quand tu arrives, les premières personnes avec qui tu travailles, c'est ta famille, quoi. C'est les parents. Comment a été l'accueil? Absolument. Alors, pour le coup, là-dessus, je me sens extrêmement privilégiée et chanceuse. C'est-à-dire que mes parents surtout ma mère, m'a accueillie à bras ouverts. Bon, mon père était un petit peu plus perplexe. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mais pourquoi est-ce que tu quittes ta vie de rêve en Europe pour revenir ici? À savoir que moi, j'ai quitté mon travail, donc je travaillais chez Calvin Klein depuis plusieurs années. Je vivais une carrière que j'aimais beaucoup, je voyageais, enfin, tout ce que j'envisageais plus jeune. Et je suis pas partie parce que ça allait pas. Je suis partie parce que, il y a eu pas mal de changements qui se passaient pendant l'entreprise, mais aussi parce que je sentais que c'était le moment. Et donc, du coup, pas vraiment par défaut. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été compliqué à comprendre pour mon père. Mais bon, voilà, de toute façon, il sait que quand je décide quelque chose, j'y vais. Mais du coup, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont vraiment soutenue, de revenir dans un environnement où au moins à la maison, c'était familier. Donc, je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur, quand tu sautes dans le bain un peu comme ça, d'avoir quand même quelques éléments dans ta vie qui sont stables et fixes et où tu n'as pas à te poser la question. Et là-dessus, par rapport à cet accueil, je pense que, tu vois, on vient de parler du fait qu'au final, ça ne fait pas si longtemps que j'ai lancé mes marques, etc. La raison pour laquelle j'ai réussi à le faire si vite, c'est parce que mon environnement de vie, à la maison, etc., était super stable, super fixe. Et aussi, je pense que contrairement à l'Europe, un des avantages que Mada va donner, c'est que tu vas avoir de l'aide quand même à la maison. C'est-à-dire que tu peux vraiment concentrer 80% de ton temps, si ce n'est plus, à ton business. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, en Europe est un petit peu plus compliqué à faire, en fait. La charge mentale de la vie de tous les jours, entre les courses, gérer l'appartement, gérer tout ce que tu as à gérer dans la vie, le métro, etc., ça pèse et en fait, c'est du temps que tu ne peux pas consacrer à ton business. Et ici, c'est vrai qu'à Madagascar, on va avoir un peu plus ce soutien qui fait qu'on peut se concentrer à fond sur nos projets. Ouais, et même quand on y pense, quand tu lances ton projet, tes parents aussi ils deviennent un peu tes premiers bénévoles. Absolument. Du coup, ça aide énormément. Chose que maintenant que tu le dis, quand j'y pense, je me dis... je me tournerai vers personne en fait, on n'aura personne pour t'aider. Mais c'est vrai que ça c'est un avantage assez fort ici. Et ça me vient aussi vers une question, puisqu'on en est là.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui souhaiteraient se lancer, qu'elles soient à l'extérieur ou qu'elles soient ici? Ouais. Alors, je pense que le premier conseil ou le plus gros conseil que je vais donner, c'est que vraiment, il faut se lancer. Alors, je sais que ça a l'air facile à dire comme ça, mais quand je dis qu'il faut se lancer, c'est parce que, surtout quand tu as une idée, une vision qui te tient à cœur, et plus ou moins, tu n'as pas besoin d'avoir non plus un business plan dans tous les détails, parce que, en fait, tu apprends en faisant quand même. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se lancer, parce qu'en te lançant, tu apprends, mais tu apprends comme jamais. Je pense que, en tout cas pour moi personnellement aujourd'hui, j'ai eu une carrière professionnelle avant, mais ce que j'ai appris là en 1 an et demi, 2 ans, mais j'ai l'impression d'avoir pris 6 ans d'expérience dans la tête, quoi. Que ce soit à l'échelle personnelle, professionnelle, business, vraiment le marché, etc., relationnel, mais incroyable. Et je me dis que même si demain tout s'arrête, ce sont des compétences, des capacités et une expérience de vie que je vais pouvoir réutiliser dans tout ce que je fais après, en fait. Ou même vendre, en réalité. C'est des skills à vendre, des formations. Nombre de personnes, en réalité, qui demanderaient à avoir... peut-être que tu es peut-être l'accompagnement que tu attendais au départ, tu vois ce que je veux dire. J'ose espérer. Du coup, comme on parle de départ, en tout cas, c'est super intéressant, toutes ces difficultés-là. Et quand on parle de difficultés, il y a toujours des histoires derrière. Absolument. Donc, on va venir sur la question que je préfère. Hein. Est-ce Dis-moi. que tu as une anecdote marquante ou inspirante ou marrante à nous raconter vis-à-vis de ton parcours, que ce soit avant, pendant ou même maintenant, hein. Ouais, alors, j'en ai une pas mal parce que elle a encore tellement de sens aujourd'hui. Et tu vois, on parlait tout à l'heure des parents et tout, et c'est souvent une anecdote que je ramène sur la table avec mes parents un petit peu pour les charrier un petit peu. Donc, quand j'ai terminé mon lycée, donc j'ai fait mon lycée ici à Madagascar, à Tananarive, au lycée français. Et donc après ça, il faut décider où est-ce qu'on va après. À savoir que mes parents n'ont pas fait d'études, donc ils étaient vraiment très contents et déjà très fiers à l'idée que je fasse des études supérieures. Et je devais aller à Paris, je devais aller à la Sorbonne. Et je crois que c'était quoi, 2 mois, 3 mois après. Donc tout était fait, hein. J'étais acceptée, tout ça, on préparait, on commençait à regarder où est-ce que je vais habiter, etc. etc. Et là, je sais pas quelle mouche m'a piqué. Et je dis à mes parents, en fait, je vais pas aller à Paris, je vais pas aller à la Sorbonne. Je vais faire une année sabbatique à Londres et après, je vais faire mes études dans un contexte anglophone à l'étranger. Et mon père, je crois qu'il fallait faire une syncope. Ma mère, qui se dit, oula, il y en a un de nous deux qui doit rester calme. Et du coup, ils me disent, mais pourquoi, quoi? Ça y est, t'as déjà tout, entre guillemets, tracé et tout. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu connais personne à Londres, tu parles pas anglais. Parce qu'à savoir que, hein, on est français, il faut se le dire aussi. Quand tu fais un lycée français, t'as un niveau d'anglais qui est pas génial. Tu connais personne, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? En plus, je suis un peu fêtarde. Alors du coup, mes parents, ils disent, non mais elle vraiment, elle se fout de nous en fait. Elle va partir à Londres, elle va faire la fête, et elle va venir s'excuser dans un an en mode, je suis désolée, maintenant je peux aller à Paris. Et je leur dis, non, vous inquiétez pas, je vous assure, hein, bon, je vais peut-être faire la fête, je peux pas vous garantir que je vais pas le faire, mais je vais apprendre l'anglais, je vais faire une école de langue, je vais passer l'examen qu'il faut pour ensuite faire les applications universitaires pour l'étranger et tout. Tout va bien se passer. Bon, au final, mon père, une fois de plus, comme je l'ai dit, il sait que quand j'ai une idée en tête, c'est un peu compliqué. Ma mère se dit, bon, on va essayer de lui faire confiance, on croit en elle. Et en fait, du coup, j'ai fait ça. Donc, je suis partie à Londres, j'ai fait la fête, j'ai travaillé, j'ai fait mes cours d'anglais. Et ensuite, j'ai passé mon examen de langue qui m'a permis ensuite de faire des études à l'étranger. Je devais rester à Londres, au final, je suis partie aux Pays-Bas. Donc là, je rajoute une autre couche en mode, je reste plus à Londres, je pars ailleurs. Pareil, un pays que je connais pas, etc. Mais au final, j'ai fait mes études là-bas et j'ai construit ma carrière professionnelle aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, je parle couramment anglais, j'ai fait mes études en anglais, j'ai créé un réseau incroyable. Et là, je suis revenue à Madagascar et encore aujourd'hui, on me propose des projets que j'aurais jamais pu avoir si j'avais pas fait ce saut-là à 17 ans en fait. Et en fait, avec le recul, c'est vrai que même moi, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Mais aujourd'hui encore, c'est un choix qui paye. Et c'est un choix qui n'était pas forcément soutenu ou compris.
Mais je savais que ça devait se passer comme ça et je l'ai fait et ça m'a permis aussi de voyager dans le monde entier. Ça m'ouvre encore des portes aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis, je peux aller partout où je veux. Je peux travailler où je veux. Je rencontre des gens de partout. J'ai des amis partout dans le monde. C'est des réseaux que je vais réutiliser aujourd'hui dans mes entreprises. Et du coup, je fais cette blague à mes parents très souvent en mode, vous vous rappelez là, quand j'avais 17 ans et vous me disiez que j'étais folle, que je savais pas ce que je faisais, que voilà. Et quand je suis revenue à Madagascar, une fois de plus, c'est un truc que j'ai dit à mon père, où je lui ai dit, tu te rappelles quand tu me croyais pas quand j'avais 17 ans ? Bah, je te demande de me croire encore aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Au final, quand t'es revenu à Madagascar, là, c'était pas une surprise pour eux. Ils se sont dit, bah, elle nous en refait une. Ouais. Allez, c'est reparti. Tu l'as bien fait, en fait. Tous les 10 ans, elle va faire ça en fait. De dire, ouais, non, je me casse. Ah, d'accord, finalement, ton père va Ouais. comprendre à la fin en fait. C'est ça. Et ok, et en fait, c'est marrant parce que dans l'anecdote, au final, t'as préféré d'abord voir la vie Ouais. avant de commencer à étudier, quoi. Ouais. Chose Ouais, que ouais. les gens, ils font. L'inverse. Ils font l'inverse en fait. Tu vas bosser, tu vas étudier, et puis après, tu te prends une sabbatique. Je me dis, ouais, la vie, elle est comme ça quand même. Je vais revenir au pays, tu vois. Ouais. Ah ouais, mais méga intéressant ça. Ouais. Ouais, donc en fait, avec toi, il faut s'attendre à toutes surprises, quoi. C'est ça, exactement. Ok, et si on parle de surprise, est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il y a une surprise qui nous attend? Est-ce qu'il y a une suite? Il y a toujours une suite. Je suis toujours quelqu'un, je dis toujours à mes amis que je vis dans le futur. Je vis dans le futur. Tu vas te barrer en fait. Non, c'est pas comme ça. Pas encore. Il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire ici. Donc notamment, j'organise quelque chose d'assez gros pour Denage d'ici septembre, donc septembre prochain. Donc j'en parle pas trop encore, mais il y a un gros événement qui va se passer à Madagascar autour de la marque Denage, mais aussi autour de l'industrie de la mode, de la culture et de l'art dans son ensemble. Et puis, mon plus gros projet, j'ai envie de dire mon projet de vie un peu, c'est l'ouverture du premier institut de la mode et de l'industrie créative à Madagascar, donc sous le nom de IMIC, qui en fait serait une école académique et de formation qui cherche à formaliser tous les différents métiers de la mode à Madagascar. Donc pas seulement la confection, mais aussi les métiers créatifs comme voilà, le marketing, le branding, la photographie, le stylisme, le design, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas ici aujourd'hui, et ça c'est vraiment le projet de ma vie. Et il y a déjà plein de petites choses qui se mettent en place, donc j'espère que cette école verra le jour assez vite. Et voilà, ça c'est mon grand projet. Ok, bah nickel. Bah, on parlait de surprise, on va la voir là. Du coup, on attend septembre. On attend de voir ce que ça va donner. On a hâte. Moi, en tout cas, moi j'ai hâte. Et Ouais, même pour l'institut, hein, on parlait d'accompagnement. Bah voilà, l'accompagnement en fait. Exactement, c'est tellement important. Pour moi aussi, tu vois, tout à l'heure, on parlait de conseils pour ceux qui ont envie de se lancer, etc. Je pense qu'un autre point, en tout cas, qui me permet, pour moi personnellement, d'aller vite, d'avancer comme je le fais, c'est d'avoir une vision et un impact qui est plus grand que moi, en fait. Je pense que c'est vraiment le truc sur tous les jours où c'est dur, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de challenges. Les jours où c'est dur, c'est ça qui te permet de te lever le matin, en fait. C'est ça qui te pousse, c'est là où tu dis, bah en fait, je fais pas ça que pour moi, donc en fait, faut que je me bouge, quoi. Je le fais pas que pour l'argent, je le fais pas que pour mon confort. Il y a plein d'autres enjeux, et c'est ça qui te pousse, et c'est ça qui aussi amène des gens. Tu vois, on parlait d'aide. Les fois où je demande pas de l'aide, en général, quand on me l'offre, c'est parce que les gens voient que c'est une vision importante, qu'il y a un impact derrière, et ça leur donne envie, en fait, de faire partie de ce projet, de faire partie de cette vision, de ces ambitions-là. Donc, Ouais. Même pour les collaborateurs, en fait, ça leur permet aussi de te suivre. exactement. S'ils y croient pas. C'est ça. Et la collaboration, elle est super importante. Surtout à Madagascar, quand je disais que c'est quand même beaucoup de réseautage, c'est beaucoup de liens, etc., vu qu'il n'y a pas vraiment de système en place. Donc, ça, c'est important aussi, ouais. Même au niveau des employés, hein, je trouve que je pense que c'est là où il y a la clé. Parce que si jamais ils te suivent pas, c'est l'excellence, on peut l'oublier. C'est ça le. Absolument. Et ça, tu vois aussi en tant qu'entrepreneur, tu peux être le meilleur. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, etc. Si ton équipe, elle est pas bonne, si ton équipe te suit pas, en fait, t'es le résultat de toi et ton équipe, en fait. Donc ça, c'est vraiment un challenge. Et trouver les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, c'est super important. Moi, je dis souvent que
que pour arriver en fait à un objectif ou à réaliser tes projets, etc., tu as besoin souvent d'un alignement. Et en fait, ça va être l'alignement de ta vision, ça va être l'alignement de ton entourage, de ton environnement, donc ta famille, tes amis, tes employés, tes collaborateurs, etc. Et des actions qui s'en suivent. Ouais, en tout cas, super intéressant, Alex. Méga découverte aujourd'hui de tout ce qui est Donna, je connaissais déjà. Mais là, en profondeur, c'est super intéressant. Le parcours, mais atypique en réalité. Hein, parce que souvent, les gens, c'est France, et puis ils reviennent, ou soit d'ici direct. Mais en tout cas, bravo, Merci félicitations. beaucoup. Et encore merci d'être venu aujourd'hui. Hein, j'espère que vous avez kiffé. Ça va sortir sur les plateformes. On vous tient au courant. Et encore merci à Alex aujourd'hui. Et on se tient au courant en septembre, du coup. Merci. Peace.